Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 27e journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Étienne se déplaçait à Paris et plus précisément à Charléty pour la réception donc, de PFC, Paris FC, qui recevait les Verts et il y avait du public stéphanois, notamment un certain Eric qui était présent. Salut à toi Eric. Salut Marco. Attends, vas-y. Salut Marco, salut à tous et à tous. Voilà. On tient à signaler et à excuser l'absence d'Olivier. On lui fait un coucou. Il a préféré être devant un certain Real Sociedad PSG. Hein. Ça le regarde. Mais bon, on lui fait un petit coucou, évidemment. Dans cette émission, on va revenir essentiellement sur cette rencontre. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on va le voir dans le résumé. Mais on va revenir sur cette rencontre. On va aussi revenir sur le parcours du Puy-Foot, hein, qui s'est arrêté jeudi dernier. On n'a pas fait d'émission coup de tête depuis cette élimination. On était présents, on était aux commentaires tous les deux. On va quand même revenir. Et puis, il y a aussi des résultats altiligériens lors de ce week-end. On passera des morceaux musicaux, alors peut-être 3 puisque Olivier n'étant pas là, 3 morceaux musicaux et puis on clôturera l'émission avec les coups de cœur, les coups de tête, une page agenda bien sûr, peut-être top and flop, enfin on va échanger tous les deux. Et Eric pour faire le tour du foot vert et du foot alti-ligérien. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Concernant cette rencontre à Paris, Dalloglio avait aligné Gauthier Larsonneur dans les buts, évidemment, Masson, Nadé, Batoubinsika, Denis Sapia en défense. Devant, au milieu de terrain, Thomas Monconduit, Mboukou, Dylan Chambaud, Lamine Fomba. Et devant Yvin Cardona et Sissoko. Alors j'ai cité au milieu, mais aime beaucoup jouer aussi les postes, on va dire, plus offensifs pour cette rencontre. Alors concernant le résumé, il pleuvait énormément du côté de Paris, chose qui n'a pas faciliter le jeu sur le stade de Charléty. La première situation est stéphanoise quand même. Elle est pour Cardona qui, pour sa spéciale, l'attaquant décroche au premier poteau sur un centre de Masson pour couper la trajectoire de la tête, mais ça passe à côté à la 17e minute de jeu. Les locaux répliquent quelques minutes plus tard avec le premier tir cadré de la rencontre de Gaudin, capté par Larsonneur à la 23e minute de jeu. C'est compliqué pour les deux équipes de combiner dans cette rencontre avec une pelouse ne permettant pas énormément le jeu au sol. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent au cours de ces 45 premières minutes. Et la pluie ne cesse pas pendant la mi-temps et s'intensifie même, ne favorisant toujours pas le beau jeu. Et l'entame du second acte est toujours aussi brouillonne. Et ce sont tout de même les Stéphanois qui ont la première occasion lors de cette deuxième mi-temps. Fomba trouve beaucoup sur un centre en retrait, mais la frappe de l'ailier stéphanois est repoussée par Nkabandio à la 51e. Un coup franc obtenu par Mboukou dans l'axe à 25-30 mètres. Sissoko tente sa chance, mais le portier parisien est à la parade à la 56e minute de jeu. Masson cherche Cardona sur un centre dont la déviation termine sur le poteau parisien à la 57e minute de jeu. C'est dommage, c'est comme ça. Après l'heure de jeu, c'est Gori qui est trouvé plein axe et qui frappe en pivot côté parisien, mais Larsonneur s'interpose à la 65e minute de jeu. Et les Verts ne sont pas loin de trouver la faille dans le dernier quart d'heure. Chambaud lance Cardona en profondeur qui temporise et trouve beaucoup d'une merveille de passe cachée, mais l'ailier stéphanois bute sur Nkabadio à la 79e minute de jeu. C'était
très belle contre-attaque menée par les Stéphanois. Et dans la foulée, en face, c'est Kebal qui tente sa chance, mais ce n'est pas cadré à la 80e minute. Et puis, il y a aussi une faute de Nadé qui aurait pu coûter un penalty aux Stéphanois dans les dernières minutes de cette rencontre. Les Parisiens débordés sur la gauche. Alors, même si le centre est loin de l'attaquant que chargeait Nadé, on voit qu'il le retient. Voilà, l'arbitre central, Monsieur Le Paysan, a décidé autrement, et tant mieux pour les Verts. Voilà. Alors, en cette fin de rencontre, il y a eu Chambaud qui a quand même la balle de match dans le temps additionnel. Mais un défenseur parisien se sacrifie de la tête à la 92e minute de jeu. Résultat, 0-0. Fin de série pour la SSE qui n'enchaîne pas de 4e succès consécutif, mais qui prend tout de même un point dans des conditions compliquées, voire très compliquées. Oui, conditions très délicates. Les Verts ont évolué dans un véritable bourbier, surtout en deuxième période. Mais paradoxalement, tu l'as dit, que c'est quand la pluie s'est intensifiée que finalement les Verts se sont procurés davantage d'occasions. Parce que la première était très pauvre, en dehors de la tête de Cardona que tu as mentionné, qui était hors cadre sur un centre de Masson. Deuxième mi-temps, surtout le dernier quart d'heure, qui a été très animé côté stéphanois. Donc en dehors de l'occasion qui a échoué sur le poteau, la frappe de la déviation de Cardona. C'est le dernier quart d'heure avec enfin des corners bien tirés, parce qu'en première période, il y a eu 2 corners tirés à 2 par Chambaud et Mboukou qui ont été catastrophiques, car enfin Chambaud s'est décidé... À la rémoise, quoi. Ouais, alors là, les deux ont été totalement gâchés. Quand il s'est enfin décidé à tirer les corners comme il fallait, on a eu une double occasion par Batubisika et puis Fomba, et ensuite il y a une tête de Nadé, donc qui a raté... la reprise, malheureusement, avant la frappe de Chambaud qui était bien parti, qui était détourné par la tête. Alors effectivement, il y a cette occasion, le penalty également qui aurait pu et qui aurait dû être sifflé en faveur des Parisiens. Mais bon, le point du match nul largement mérité dans des conditions très compliquées. Les Verts ont préservé un point. Bon, c'est sûr que la série s'interrompt, enfin la série de victoires évidemment. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on pouvait espérer davantage par rapport aux conditions de jeu? Franchement, c'est compliqué à dire. C'est compliqué d'avoir un jugement sur cette partie, puisqu'il y a pas mal de... Les dés sont pipés par rapport aux conditions. Mais bon, on ne peut pas reprocher grand-chose à cette formation. Si, mais moi, je vais reprocher quelque chose. Mais bon, tu verras plus tard. Dalloglio, à la suite de cette rencontre, comme pas mal de joueurs stéphanois, était... plutôt satisfait de ce point ramené de Paris. On s'en contente ou... On s'en contente par rapport à ce que je viens de dire, mais après, il y a pas mal d'aspects négatifs qui peuvent expliquer qu'on n'ait pas ramené les 3 points en dehors des conditions. Il y a énormément de déchets techniques, j'ai trouvé. Moi, j'ai vu des choses hallucinantes. J'ai vu Cardona mettre un ballon en touche entre 2 partenaires, et encore pire, en deuxième mi-temps, j'ai vu Sissoko mettre carrément la balle en sortie de but. Ouais. Je sais pas si tu revois l'occasion, mais c'est fou, quoi. Donc, ces deux indications qui montrent bien qu'il y a un vrai déchet dans cette équipe. Les corners, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un manque de lucidité également. Après, c'est une question d'intelligence. Quand tu as... parce que les Parisiens ont eu 4 corners, on va dire, rapidement au cours du premier quart d'heure. Et nous, on a tardé à obtenir un coup de pied de poing. Et puis, lorsqu'on a cette opportunité, on les gâche. Par 2 fois. C'est une question d'intelligence. Quand tu as un corner, tu tires simplement ton corner. C'est une occasion énorme. Non, ils ont voulu la jouer donc à la rémoise, faire des petites passes. Et finalement, ça a été contré rapidement par l'adversaire. Autre manque d'intelligence ou de lucidité, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le gardien adverse est très fébrile. Lorsqu'il était mis sous pression, il a balancé plusieurs ballons directement en touche. J'ai rarement vu ça. Donc c'est fou, donc de ne pas avoir profité de l'occasion pour le presser encore davantage. Tout à fait. On a bien compris, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Alors on peut l'expliquer effectivement par les intempéries, l'état de la pelouse. Mais t'as pas été surpris par la composition Évidemment. Évidemment. Bon, faut dire qu'il y avait 3 absents en dernière minute, donc Briançon, Tardieu et Cafaro. Donc Briançon qui a été remplacé par Batubisika. On en parlait dans l'émission la dernière fois. Est-ce qu'on peut associer les deux, Nadé, Batubisika? Là, la réponse est oui, parce que à mes yeux, ça a été les 2 meilleurs sur le terrain. Tardieu qui était remplacé par Monconduit qui revenait de suspension. Et puis la surprise, c'était Fomba, encore une fois, l'absence de Bouchouari qui était le seul à rentrer en jeu. Ça aussi, c'est une surprise. J'ai pas le souvenir qu'il y a eu un seul remplacement effectué depuis très très longtemps.
Donc le seul Bouchoirie, alors que moi j'ai vu s'échauffer les gars, les remplaçants pendant 45 minutes sous le déluge. Et Pour rien. On les voyait. Pour rien du tout. À la télévision. Donc ok, c'est des professionnels, mais enfin c'est fou quand même de faire échauffer pendant 45 minutes pour faire rentrer simplement Bouchoirie en position d'ailier. C'est étrange. Alors qu'il a été bon en plus quand il est rentré, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis après, Cafaro remplacé par Mboukou. Donc oui, bien sûr, encore une fois, la surprise, c'est que Fomba a été reconduit alors qu'il n'avait pas été bon lors du match précédent, au détriment de Bouchoirie, qui a fait une bonne entrée, mais pas à son poste de prédilection. Eh ben écoute, on va revenir là-dessus parce que moi, c'est le gros hic et j'ai pas digéré des fois la semaine précédente, mais alors encore moins celle-ci. Et je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, j'étais sidéré de ne pas voir Bouchoirie titulaire et rentrer aussi tardivement. Et ce qui n'était pas facile samedi, c'est effectivement de créer du jeu. Et comme la semaine précédente, c'est le milieu de terrain. Pour trouver ses attaquants, c'est pas toujours facile. Et quand tu vois qu'il tarde à faire rentrer le Marocain, et que simplement, il est rentré à la 80e minute. En 10 minutes, il a 3 balles, et sur les 3 balles, il y a 2, il accélère, il efface d'une facilité son acolyte parisien, et qui trouve en profondeur les 2 fois. J'ai dit, mais voilà, elle est là l'erreur. Je ne sais pas ce que ça va devenir à la fin, si on va manquer de points pour accéder soit au barrage, soit à la montée directe. Mais c'est une erreur manifeste pour moi de ne pas avoir titularisé un joueur comme ça. On aurait pu faire la différence. Les 3 points, pour moi, nous tendaient la main, quoi. C'était évident de pouvoir l'emporter parce que de l'autre côté, on a été mis en danger, on va dire, 2 fois en 90 minutes. Et en 10 minutes, Bouchoirie, il change complètement la donne. Mais je dis, mais simplement, tu le fais jouer 50 minutes, mais on crée beaucoup plus d'occasions. C'est évident. Donc, je n'ai pas du tout apprécié les choix de Dalloglio sur cette rencontre. Alors après, à la fin, effectivement, ouais, il y a l'état du terrain, il pleut, voilà, c'est un bon point, on est sur 3 victoires. Ouais, mais non, mais tu t'es déplacé pour aller gagner, surtout avec tout le public stéphanois qui s'est déplacé. Mais tu mets du jeu, tu t'essayes de tout faire pour l'emporter. Et moi, j'ai pas la conviction que tout a été mis en œuvre pour pouvoir revenir avec les 3 points de Paris. Après, je sais pas quel est le problème Bouchoirie, mais il y a un vrai problème Bouchoirie pour Olivier Dalloglio. Parce que ce genre de cette qualité-là ne joue pas. Les prochaines fois, il y a Tardieu qui va revenir et jouera encore moins. Mais alors, s'il rentre juste en position de délier en fin de match, franchement, voilà. C'est incompréhensible. Parce que oui, il y a un gros souci, il y a un gros problème. Nous, l'intérêt, c'est de pouvoir remporter les rencontres. Quand tu vois que le gars, il est au-dessus de ceux qui sont alignés, qu'il est au-dessus des adversaires et qu'il arrive à faire la différence aussi facilement, tu peux te poser cette question. Si, à la rigueur, voilà, à chaque rentrée, il n'est pas convaincant. Mais à chaque fois, il est convaincant, ce joueur. Il n'est pas parfait, loin de là. Mais il fait la différence et il peut apporter énormément à cette équipe stéphanoise qui a besoin qu'on remporte à chaque fois les 3 points. Là, voilà, pour moi, c'est 2 points de perdus. Alors, on ne peut pas savoir, mais pour moi, c'est 2 points de perdus dans les choix qui ont été réalisés par le coach stéphanois. Il l'a fait jouer pour la première fois en position de délier, ça avait surpris tout le monde, c'était à Pau. Ouais. Et c'était un match très particulier, un contexte particulier, il y avait beaucoup d'absence, on s'est dit tiens c'est un one-shot. Non, puisque maintenant à chaque fois, il le fait rentrer uniquement dans cette position-là qui n'est pas la sienne. Ouais. Et dans laquelle il apporte malgré tout. Alors qu'est-ce que ce serait s'il jouait à son vrai poste ? Mais il ne jouera plus à son vrai poste, avec le monde qui est au milieu, il compte pas sur lui, c'est évident. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ouais. Moi je suis abattu de la tournure des choses et puis ça impacte sur le résultat final et voilà, et nous on a besoin de points, Et résultat des courses, on a assisté à un match quand même assez pauvre point de vue football et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est pour ça que j'ai passé un premier titre d'un Parisien
bien connu, c'est Fanfan, le chanteur des Berus, qui a remonté un groupe qui s'intitule No Suicide Act. C'est assez récent et il a fait une reprise des Berus qui s'appelait Nada, donc Nada rien. Et absolument Nada 2024 de No Suicide Act, c'est parti. Lorsque je l'ai rencontré, il ne voulait pas parler, il ne voulait rien dire. Et tout a commencé comme ça. Hey! Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. Néant, 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 néant. Nada, 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 nada. No Suicide Act, le groupe de Fanfan, l'ex-chanteur des Berruriers qui revient. Ça, c'est une chanson, une reprise, enfin, d'une chanson qui date de 1984, Nada 84, qui est devenue Nada 2024. Il y a toujours la boîte à rythme chère aux Berus. Et ils ont sorti, donc c'est un duo maintenant, avec un saxophoniste, donc boîte à rythme, il y a un peu d'électro. Et je vous le conseille, chers auditeurs, si vous avez aimé, bien sûr, la scène punk des années 80, Fanfan est de retour. Il fallait que je le passe. Allez, retour à l'actualité footballistique et plus précisément de l'ASSE. Donc on revient avec un point de Charletti, 0-0 face au Paris FC. Tu as parlé des absences. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi il y a autant d'absences à Saint-Étienne. Je sais que dans les autres clubs, il y a quelques absences. Nous, c'est par cycle. Et on s'est déplacé samedi encore avec quand même pas mal d'absences. Oui, absence musculaire, les 3 joueurs que j'ai cités, donc Briançon, Tardieu, Cafaro, auquel il faut rajouter bien sûr Mouefek, auquel il faut rajouter bien sûr Wadji, qu'on n'a quasiment pas vu de la saison. Donc oui, on peut s'interroger sur ces absences, même s'il y a des solutions. Donc, on a pu les remplacer, assister au retour en particulier de Batou Binsika en charnière centrale. Donc on verra samedi comment ça se passe. Il y a des chances que Nadé glisse sur le banc si Briançon est de retour. Voilà, Monconduit a fait son match au milieu en remplacement de Tardieu. Cafaro, voilà, son absence était préjudiciable, c'est sûr, puisque beaucoup, on l'a peu vu malheureusement. On a eu une seule vraie situation, un seul vrai mouvement collectif dans la partie. C'était un quart d'heure de la fin. Là, je sais pas si tu revois l'occasion. C'est une perte de balle du meilleur joueur du PFC, Kebal. Et ensuite, c'est Chambaud qui récupère la balle, qui lance Cardona, qui ensuite serre Mboukou, qui est devancé par le gardien. C'est le seul vraiment, à mon sens, mouvement collectif qu'il y a eu dans la partie. Tout à fait. Mais voilà, donc Cafaro, oui, évidemment, quand il n'est pas là, ça se ressent. Après, pourquoi ces joueurs-là sont absents régulièrement? Pourquoi il y a beaucoup d'absences à Saint-Étienne? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, malheureusement. Ouais, mais c'est préjudiciable lorsqu'on a des matchs importants. Et alors, et en plus, avec ces absences, je dis c'est bon, Bouchouari, il va l'aligner dans le 11. Non. Pour moi, c'est vraiment incompréhensible. Vraiment, vraiment incompréhensible. Et on verra si ça donne raison à Dalloglio. Il y a peu de chances que tu le revoies dans le 11 de départ, malheureusement, comme les choses sont parties. Mais bon, on va finir par perdre ce joueur et on va avoir des regrets après. On va se dire, quel dommage de ne pas l'avoir vu davantage. Ouais. Est-ce que tu as des questions, toi, après cette rencontre qui était relativement pauvre en occasion et pauvre point de vue footballistique, tout simplement? Oui, non, pas particulièrement de questions. C'est vrai que c'est vraiment dommage. On sentait qu'il y avait la possibilité. On pensait pouvoir l'emporter. Alors les conditions climatiques, j'avais parlé tout à l'heure, ça explique pas tout évidemment. Il y avait ce déchet technique dont j'ai parlé également. Alors samedi soir, les résultats nous étaient plutôt favorables, mais bon, jusqu'à hier, parce que finalement Angers s'est imposé sur la fin, dans les dernières minutes malheureusement. Donc ils ont 7 points d'avance désormais
Ils comptent 7 points d'avance sur les Stéphanois, sachant que samedi, il y a un match au sommet pour les Verts contre Auxerre, alors que Angers, au contraire, va jouer contre la Lanterne Rouge de Valenciennes. Donc déjà, si on veut espérer ne serait-ce que raccrocher, se rapprocher de la deuxième place, compliqué, on n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, c'est dommage ce résultat d'hier soir, parce que moi j'y ai cru jusqu'au bout. Jusqu'à 87e, il y avait un partout. 87e minute de jeu. Mais il reste 11 journées, c'est ça, hein. Il reste 11 journées, donc ça fait 33 points. Il y a 7 points d'écart avec le second, plus le goal average. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Et après, on sait très bien que, par exemple, Valenciennes a tenu en échec Auxerre. le leader, Auxerre, ce week-end, donc tout est possible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le maximum et engranger les 3 points. C'est pour ça que j'étais vraiment déçu du final au Paris FC, au-delà de la qualité du match. C'est que on revient avec un seul point. On aurait pu revenir aussi avec 0 point. Bredouille, ouais. Si Monsieur le Paysan accorde un penalty qui aurait été justifié parce qu'il accroche vraiment, Nadé accroche vraiment l'attaquant parisien. C'est Gori, je crois. C'est Gori, tu penses? Oui, c'est sur Gori qui. Ouais. Après, les Parisiens n'ont pas été très dangereux au cours de cette rencontre. Non, vraiment, les joueurs qu'on a vus, c'était l'arrière-gauche qui est très offensif, la Godin. Mais bon, il faut dire qu'avec Apia, il y avait des boulevards. Et puis, le joueur dont j'ai parlé, Kebal, que j'ai rencontré à la fin du match, il était en séance dédicace, là, pour faire patienter un peu les supporters avant le match des féminines qui finalement n'a pas eu lieu. Donc, il y avait 3 joueurs en dédicace. Il y avait Kebal. Pour moi, il crève l'écran, lui. Ouais, c'était le meneur de jeu, capable de changer de rythme. Tout à fait. Il est intéressant. Plus que le coup de pied arrêté, en plus. C'est lui qui tire les corners. Ouais, il est vraiment très, très intéressant. Si on va faire un top and flop, malgré on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, le flop, là tu l'as évoqué. Apia pour moi. Voilà, c'est Apia qui est une fois de plus. J'ai retrouvé le Apia de cet automne et il n'a pas été... Il n'a pas été bon lors de cette rencontre. Il s'est fait avoir sur son flanc. Par Godin. Qui est offensif, certes, mais il a plusieurs beaucoup fois, d'espace. Et puis offensivement, il n'a rien. Il a mis une semelle à Godin et prend un jaune. Et puis après, oui, là, offensivement, il apporte pas. Il y a du déchet dans son jeu, dans les centres. Non, décevant. Pour moi, c'est la seule déception, vraiment. Et un top Batou Binsika, de retour. On a les deux. Qui a vraiment été très bon. Un gros match. Il a fait des retours, de sacrés retours. Franchement, son association avec Nadé, s'est bien passé. Des interventions tranchantes. Voilà. Il n'a quasiment rien laissé passer. Nadé, j'ai trouvé très bon aussi. Jusqu'à cette faute qui aurait pu coûter très cher, quoi. Il a eu des jaillissements assez incroyables, ce garçon. Viril, mais correct, comme on dit. Non, les deux, franchement, ça a fonctionné. Et puis, un dernier joueur, j'ai bien apprécié sa deuxième mi-temps, c'est Masson. Moins envie en première, mais Masson, deuxième mi-temps, j'ai trouvé intéressant. Alors, dommage, encore une fois, qu'il ait pris je crois que c'est son deuxième carton de match. Ouais. Alors qu'il fasse attention. Fasse attention lors du prochain match, parce qu'il risque d'être suspendu. Et c'est lui qui fait 2 bons centres pour Cardona. La tête en première mi-temps, et puis après, c'est sur la déviation sur le poteau. Non, mais c'est sûr que Masson a changé c'est un sacré le apport, jeu à Saint-Etienne. Un sacré apport. On comptait pas dessus, et puis finalement... L'ancien Parisien, donc l'année dernière, il jouait avec le maillot du Paris FC. Ouais. Et effectivement, il a fait une partie relativement correcte, Masson, sur cette rencontre. Mais la charnière centrale, moi j'ai bien aimé. Franchement, Batou Binsika et Nadé. Même si Nadé a failli marquer, je l'en ai parlé tout à l'heure, la tête sur corner suite au pénalty qu'il avait concédé, c'est de seul bémol, mais le reste, il était solide. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Nous, on va revenir, Eric, sur l'élimination, puisqu'il y a bien élimination en quart de finale du Puy-Foot face à Rennes. Ils ont perdu 3-1, mais avec les honneurs. Et quel moment magique auquel on a assisté. Oui, ce sera mon coup de cœur tout à l'heure. Effectivement, une soirée magique, mémorable. Tous les ingrédients étaient réunis. Donc, Stade Geoffroy Guichard, 31 000 spectateurs.
Je l'avais rappelé lors du direct. La dernière fois que c'était produit, c'était pour un match entre Coach et le Paris Saint-Germain en 1994, pour un match de Coupe de France hors ASS évidemment. Donc là, on ne savait pas trop quel serait l'engouement. Et puis l'engouement a été énorme. Hein. C'était vraiment un pèlerinage là, depuis Envelay jusqu'au chaudron de Geoffroy Guichard. Franchement, il y a des bouchons que j'avais jamais vus sur la route du retour. À la 88, je l'avais jamais vu comme ça. C'est incroyable. Jamais vu comme ça. Et puis donc les Poneaux, puisqu'on parle du sportif avant tout, ils ont fait le match qu'il fallait, le match qu'on attendait d'eux. Ils peuvent sortir la tête haute. Ils n'ont vraiment pas à rougir de cette élimination face à l'une des meilleures équipes de Ligue 1, sachant qu'ils perdent 3-1. Tout se décante sur un penalty litigieux. Tu étais d'accord pour dire qu'il n'y avait pas du tout penalty. Donc ça joue là-dessus. Après, Rennes mérite sa qualification, évidemment. Mais le Puy est revenu dans la partie à 0-2, c'était pas gagné. Il y a eu ce mini suspense en fin de match. Rennes a fini par marquer un 3e but. Et puis donc, histoire de se mettre à l'abri. Mais franchement, les Poneaux nous ont épatés. Tous les joueurs méritent vraiment d'être félicités. On était surpris par la prestation de pas mal d'entre eux. À titre personnel, Ayessa en charge centrale, Meyer qui a fait également un sacré match, Adinani devant qui marque, le gardien. Tous vraiment méritent d'être félicités. Le coach également qui a tenu un discours... on en aimerait en entendre régulièrement. Donc vraiment la soirée parfaite, pas un seul bémol à mettre, tant au niveau de la prestation des Poneaux que le public qui a répondu présent et qui a mis une sacrée ambiance dans le chaudron. Et ils ont séduit du monde, évidemment, parce que on le sait depuis le début de saison, même si le début de saison a été dur, point de vue jeu dans cette équipe Ponote, mais ils ont su vraiment produire du jeu à chaque rencontre. En tout cas, depuis le mois de novembre, on se régale à les voir jouer. Et on l'avait dit à l'antenne, vous allez voir, c'est une équipe joueuse. Et que lorsqu'on a assisté à la victoire face à Dunkerque ou face à Laval, on disait... finalement, c'est peut-être la meilleure équipe actuellement dans la région, puisque Saint-Étienne peinait dans son championnat de Ligue 2. Mais effectivement, en regardant les prestations Ponote, on se disait, mais ils sont au-dessus de Saint-Étienne, quoi. Ils produisent du jeu, ils produisent des émotions. On ne s'emmerde pas à les regarder. Et puis, même face à un gros de Ligue 1, sans complexe, ils ont pu produire le jeu qu'ils veulent et ils ont fait plaisir à la fois aux spectateurs de Geoffroy Guichard et aux téléspectateurs, et ils ont gagné énormément de points. Je parle de la plupart des joueurs qui ont fait un match, on va dire, comme d'habitude, mais pour la plupart des spectateurs et téléspectateurs, ils les découvraient. Et on a été bluffés par leur capacité. Je pense au capitaine Bénédine, qui est, à chaque fois que je le vois, ça c'est la 4e fois que je le vois jouer, il est parfait. Il est tant mieux pour le Puy, il est en National 2, mais c'est un gars qui a largement sa place au niveau supérieur. Et c'est pas le seul, ceux que tu as cités, on pourrait dire exactement la même chose. Alors, on souhaite effectivement qu'il puisse monter cette saison, à la fin de la saison, avec le duel avec Aubagne. Ça va se jouer lors des prochaines journées. Je crois qu'il se déplace à Fréjus, le prochain rendez-vous. Mais Aubagne, il y a un Le Puy Aubagne le 20 avril qui vaudra son pesant d'or. Ça sera très important. Et accéder à l'échelon supérieur qu'ils avaient quitté la saison précédente. On va pouvoir le commenter, Marco, reconstituer notre duo. Pourquoi pas. Là, mais en tout cas, chapeau au coach qui vient de débarquer. Ils sont tous des nouveaux joueurs. Stéphane Dieff. Oui, tout à fait. Voilà, on pouvait se poser pas mal de questions quand tu reconstitues totalement un effectif. L'an passé, il n'y avait pas de jeu avec le coach précédent, mais lui, il a amené cette philosophie de jeu. Il a trouvé les profils qui lui plaisaient. Alors, aussi, chapeau au staff, aux recruteurs de ce club du Puy, qui étaient dénichés des joueurs qui ont côtoyé le milieu professionnel, pour la plupart, qui n'ont pas eu leur chance au plus haut niveau.
Mais bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ceux qui percent et puis les autres. Donc les clubs amateurs qui peuvent les récupérer, ils en tirent un grand bénéfice. C'est le cas du Puy. Ils ont réussi cet amalgame, ce qui n'est pas évident à faire dès la première année. Bravo à tous ces gens qui travaillent très bien. Bravo à ce club du Puy. Ce que je pointe sur cette rencontre face aux Bretons, c'est peut-être leur maladresse sur le dernier geste ou l'avant-dernier geste à l'approche du but de Gallon. Et c'est ça qui a peiné, mais ils auraient très bien pu. Moi, je les voyais revenir accrocher le match nul et pourquoi pas obtenir ensuite les tirs au but. Mais après, Rennes, c'est une très bonne équipe. Mais tu vois, s'il y avait eu un autre tirage, par exemple comme Valenciennes. Ce que disait Stéphane Diaf à la fin dans le couloir des vestiaires, je ne sais pas si tu n'étais pas avec moi, mais il a dit, moi j'espérais fortement que ce serait Valenciennes ou Strasbourg. Ouais. Et Il a dit, quand j'ai vu quand on a tiré Rennes, il a dit, c'est très compliqué, il le savait. Mais bon. En tout cas, bravo et merci aussi aux organisateurs du Puy Foot et puis Geoffroy Guichard. Voilà, nous on a été accueillis formidablement et tout s'est vraiment très très bien passé. C'est très très bien organisé. C'était une pure merveille. Et le lendemain, on pouvait dire que c'était de bonne humeur ce matin. C'est Tristan le Parisien dans l'émission Coup de tête Rock and Foot, retour à un titre des années 80-88. Tristan, bonne humeur ce matin. Paris est plein de Parisiens, pas assez de Parisiens et trop de Parisiens. Paris est plein de Parisiens, pas assez de Parisiens et trop de Parisiens. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Tristan, bonne humeur ces matins. Je sais pas si ça te parle, Eric. C'est un morceau donc datant de 1988. Et le clip, il y avait un jeune Vincent Cassel qui apparaissait pour la première fois à l'écran. Voilà, moi j'aimais bien quand j'étais gamin cette chanson. Ça a vieilli quand même. Bien sûr que ça me parlait. En plus, tu as mis ça parce que je me suis couché à 2h du matin, j'ai remis mon réveil à 3h30 pour retourner à Saint-Etienne. C'est pour ça que tu as mis ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on était de bonne humeur après cette rencontre du Puy. Allez, on va enchaîner avec la page agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors samedi à 15h, match de gala Geoffroy Guichard entre l'AS Saint-Etienne 4e et la JO Auxerre, leader du championnat. 10 points séparent les deux équipes. La JA est invaincue en Ligue 2 depuis début novembre. Elle a démarré son incroyable série face au Vert, qui avait été étrié 5-2. Cette rencontre mettra aux prises la meilleure attaque. Les Iconais ont marqué 20 buts de plus que nous, à la meilleure défense, donc la SS. Auxerre est sans conteste l'équipe qui produit le plus de jeux depuis le début de saison. Alors même si elle dispose d'une large avance et est quasi assurée de retrouver bientôt la Ligue 1. Alors je sais pas si tu as vu Marco, la Ligue 1 pourrait bientôt s'appeler Ligue 1 McDonald's. C'est dramatique, je t'assure. Donc cette équipe d'Auxerre marque le pas depuis 2 journées, puisqu'elle a été tenue en échec 2 fois de suite sur sa pelouse face à Bastia. J'avais suivi le match à la télévision, une égalisation dans les dernières secondes bastiaises, et puis face à Valenciennes, la lanterne rouge. Alors de qui faudra-t-il se méfier dans cette équipe? Pas mal de monde évidemment. On connaît la qualité des joueurs offensifs, Hein, Perrin, Sinayoko, Aye, Onayou qui avait inscrit un triplé à l'aller. La foule des grands jours est attendue pour cette affiche aux airs de Ligue 1. La SS doit poursuivre sa belle série, j'ai dit tout à l'heure, si elle souhaite se rapprocher de la 2e place. J'évoquais tout à l'heure le match aller. Alors celui que personne n'a oublié, n'oubliera jamais tant le traumatisme a été grand, c'est bien sûr le dernier ASS Auxerre en date, ce fameux barrage retour cataclysmique qui a renvoyé les Verts en enfer. Alors, le chaudron sera comble samedi pour ce sommet qui sera arbitré par le vétéran Olivier Thual, âgé de 47 ans. Il arbitrera l'ASS pour la 36e fois. Son bilan avec les Verts, pour l'instant, c'est de 13 victoires, 8 nuls et 14 défaites. Donc la dernière concédée, c'était contre Guingamp. Donc ce serait bien d'équilibrer ce bilan avec un 14e succès. C'est lui aussi qui a arbitré la première défaite de la saison d'Auxerre. Alors pourquoi pas? C'était face à Dunkerque, je crois, non? Oui. Ah, c'est ça. Aïe, là tu viens de
donner un coup Ouais, de chaque fois, massue. je t'annonce l'arbitre, de toute façon. Ouais, Marco. mais lui, il est vraiment étranger. Bon, c'est Monsieur Tual. Ok. Il faut se remémorer surtout le match aller pour préparer cette rencontre parce qu'on s'est fait piétiner au stade L'Abbé des Champs lors des matchs allés. Il va falloir vraiment réagir et vraiment motiver les Stéphanois. Après, le public sera bien présent puisque plus de 30 000 billets ont été déjà vendus. Donc on risque même de battre le record de la saison qu'on avait effectué face au Paris FC. Henri Point est plein. Henri Cop Nord aussi, bien sûr. Et le Cop Nord, il est plein. Et le Cop Sud, il est en train Pas loin. d'être bien rempli. Donc oui, c'est un sacré rendez-vous. C'est le rendez-vous de cette année 2024 pour nous, supporters stéphanois. On attend évidemment les 3 points. On attend une réaction suite à ce match nul à Charletti, et puis oui, une réaction vis-à-vis on va dire, de ce club d'Auxerre qui nous sourit pas depuis 2 saisons et demie. Donc il va falloir montrer les dents et l'emporter tout simplement samedi. Et puis oui, engranger et passer de 42 à 45 points pour se rapprocher évidemment du haut du tableau. C'est vrai que c'est une bête noire, hein, Auxerre. Parce que si on parle de l'agenda, j'ai regardé les 3 dernières rencontres de Saint-Étienne. Il y a 2 déplacements sur les dernières rencontres. Il ne faut pas se louper à domicile. Justement, jusqu'à maintenant, à domicile, on n'engrange pas toujours les points. Maintenant, c'est le moment à chaque fois de faire carton plein à domicile. Même si c'est le leader, il faut absolument l'emporter samedi face aux Burgondes, évidemment. C'est bon ? C'est bon. Allez, on va passer tout de suite au coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Bah écoute, moi j'aurais un seul coup de cœur, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est pour vraiment la soirée de rêve vécue jeudi soir. Hein. On était vraiment dans la peau d'un envoyé spécial à Geoffroy Guichard. On a eu la chance de se rendre au moment de l'échauffement en bord de pelouse, de commenter ensuite la rencontre depuis la tribune de presse du Chaudron, d'assister à la conférence de presse, de voir les joueurs en zone mixte, être derrière un micro et sentir comme ça la force du public stéphanois. C'est un sentiment incroyable. À 15 minutes de la fin, Marco, je t'ai dit, il reste un quart d'heure à jouer. Alors c'était pour les Poneaux, mais honnêtement, c'était aussi et surtout pour moi, parce que j'avais envie que le temps s'arrête. J'avais envie que ça continue longtemps. J'ai adoré être au commentaire. J'aimerais vraiment le faire pour les matchs d'hiver. Tu vois, j'aimerais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est tellement génial que je suis toujours pas redescendu de mon petit nuage. Alors merci à la radio de m'avoir permis de vivre ce moment-là. Ouais, et c'est vrai qu'on était bien placé. Hein. Ah oui, c'était magnifique. Magnifique. C'est vrai que c'est pas mal quand même en latéral, en haut là. Bon. Quant à moi, les coups de cœur, évidemment, je te rejoins pour cette soirée magique entre Le Puy et Rennes. Mais sinon, je suis impatient du rendez-vous de samedi face à Auxerre, parce que des rendez-vous comme ça, il n'y en a pas 36 dans une saison. Et bon, il est alléchant et j'apprécie. Sinon, j'ai apprécié, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord, le discours du président du Paris FC, même après la rencontre. Alors, soit il se plaignait bien sûr de l'état de sa pelouse, mais de façon plus générale, et puis avec la gratuité qu'il essaye de mettre en place pour remplir son stade. Son discours, moi je le trouve plutôt intéressant. Je l'ai pas entendu. Et ouais, il m'a bien plu. Voilà, il m'a bien plu. C'est Monsieur Ferracci, ce président de ce club de Ligue 2. Qu'est-ce qu'il dit alors ? Il est pour la gratuité et qu'il y a deux footballs qui se croisent, on va dire, avec un PSG flamboyant où les prix des places, c'est absolument énorme. Hein. Ça monte à 180 € pour assister à un match. Et puis, tu as un autre club qui essaye,
pour simplement une somme de 2 euros ou simplement complètement gratuit, essayer de faire venir les gens de tous bords pour assister à un match de foot et pour rappeler que le foot aussi, c'est aussi une fête. Hein. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé. Et dernière chose dans mes coups de cœur, j'ai fait jouer l'alti-ligérien moyen. Je suis descendu jeudi pour assister au match entre Le Puy et Rennes, mais j'en ai profité pour rester bien sûr dans la belle ville de Saint-Étienne et je suis allé au musée d'art et d'industrie. Et c'est toujours un plaisir d'aller dans ce musée. Ça faisait 10 ans que j'étais pas allé, mais on voit en fin de compte l'histoire de la ville de Saint-Étienne et on comprend quand même beaucoup de choses sur cette ville, sur les différentes dispositions des quartiers qui vivaient, soit des cycles, soit des armes, soit de la passementerie. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié, il fallait que je le dise, même si ça sort un petit peu du contexte footballistique. Je vais vous passer un dernier titre musical avant les coups de tête, parce que j'avais prévu en l'absence d'Olivier. Donc ça sera le nouveau groupe Voxlo, signé par Born Bad Records, le meilleur label indépendant en France. Et le titre c'est Now We Are Ready to Spend. Voxlo, le groupe parisien avec le titre Now We Are Ready to Spend. Et ouais, on est prêt à se dépenser pour affronter la JOCR ce samedi à 15h à Geoffroy Guichard. On passe tout de suite au coup de tête, Eric. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour les nombreux couacs de la rencontre de samedi à Charlétier, alors entre la pelouse indigne et puis le traitement réservé aux supporters stéphanois. Moi, je rappelle que l'an passé, les groupes de supporters avaient suivi la rencontre depuis une sorte de moustiquaire qui était dans le secteur Est, sachant que l'an passé, les supporters étaient les seuls à être dans ce secteur du stade. Donc c'est quand même fou, il y avait un véritable no man's land autour d'eux. Et on les a quand même mis dans un endroit où on voit distinguer à peine les trois quarts du terrain, donc je trouve ça quand même inadmissible comme accueil. Donc là, effectivement, depuis le début de saison, il y a une politique de gratuité pour les billets. Bon, ce qui s'est passé pour la venue de Saint-Étienne, forcément c'est une affiche, il y a beaucoup de gens qui sont rués sur le service billetterie en ligne pour donc acquérir un maximum de tickets dans le but de les revendre ensuite devant le stade. Donc ça, la police s'en est rendu compte. Ce qui s'est passé donc, c'est que les supporters stéphanois, comme moi, quand on est arrivé, on a tous été orientés donc, dans le secteur est du stade, donc, où s'étaient regroupés tous les supporters stéphanois. Donc on nous a fait attendre très longtemps sous la pluie, dans la boue. Donc il y a eu un premier filtrage qui a été mis en place, où là on est passé un par un, et on exigeait de nous qu'on présente une pièce d'identité. Alors moi, la seule fois que ça m'est arrivé, c'était un déplacement européen avec les Verts, c'était le match à la Lazio-Drome, où il fallait présenter un ticket. Les tickets étaient nominatifs, c'était pas le cas, il a fallu qu'on écrive votre nom sur le billet, et ensuite qu'on présente une pièce d'identité pour pouvoir accéder au Stadio Olimpico. Donc là, un par un, on est passé. Donc moi, je fais partie des premiers à être rentrés, donc pas de problème pour moi, mais il y a des gens qui sont arrivés une fois que le match était commencé, donc c'est quand même inadmissible. Ouais, donc, il y a eu un premier filtrage, ensuite un deuxième. Alors là, je te raconte pas un parcours du combattant dans la boue, il fallait voir les conditions d'accueil. Donc pluie, boue, froid, et puis après donc, le match des féminines qui est annulé 1 heure avant le coup d'envoi, la totale. Mais en tout cas, voilà, l'accueil des Stéphanois, c'est pas forcément très bien déroulé. On se faisait une joie d'assister à ce match, ça devait être une fête pour le public stéphanois qui devait battre le record d'affluence. Le stade est annoncé à guichet fermé, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu des trous à la télévision, si tu as suivi le match, tu as pu t'en rendre compte. Donc voilà, tout ne s'est pas passé comme c'était prévu, comme ça avait été annoncé, mais voilà, par rapport à des problèmes d'organisation que je souhaite pointer.
Donc c'est vraiment dommage. Effectivement, en tant que téléspectateur sur cette rencontre, j'ai bien vu que le public venait petit à petit jusqu'à la 50e minute de jeu. Parce que même après la mi-temps, il y avait encore des gens qui rentraient dans l'enceinte de Charletti. Et après, je voudrais, pour terminer, un coup de chagrin suite au décès du joueur doyen de la SS, le néerlandais Kees Rijvers, âgé de 97 ans. C'était attaquant, petit par la taille mais grand par le talent. Il était surnommé Trottinette. Il a joué à 3 époques sous le maillot vert. Il a conquis le premier titre en 1957 aux côtés de Mukloufi et Njolea. Donc il était aussi le premier lauréat de l'étoile d'or France Football. Alors on l'a connu à Saint-Etienne comme joueur mais aussi comme entraîneur adverse, c'est lui qui dirigeait le PSV Eindhoven lors de l'épopée européenne et puis après lors du fameux 6-0. Et puis Marco aussi, c'est lui qui était le sélectionneur des Pays-Bas contre la France en novembre 81, le fameux match France-Pays-Bas au Parc des Princes qui a permis aux Bleus de se qualifier pour le mondial en Espagne. Ouais, voilà, avec le coup franc de Platini. Exactement, oui Michel. Oui, et Michel. Voilà, une petite anecdote à son sujet. Donc c'est lui qui a introduit les crampons vissés en France. Il a amené ça des J'ai Pays-Bas. vu ça, ouais. Et donc un hommage lui sera logiquement rendu samedi par le public de Geoffroy-Guichard à l'occasion du match ASS Auxerre. Très bien. Je n'ai pas apprécié, vous avez compris si vous avez suivi l'émission depuis le début, la non-titularisation du Marocain Bouchouari. J'ai à réécouter l'émission parce que je suis vénère par rapport à ça. Et ce que je n'apprécie pas non plus, c'est que la Ligue 2 Becté tarde à programmer les matchs. Normalement, ils doivent programmer un mois avant. Et là, je suis désolé, la rencontre de Valenciennes, qui aura une fois de plus VA ASSE, sera encore diffusée sur Bein un samedi à 15h. Exact. Et ça a tardé, c'est plus 3 semaines qu'un mois. Et lorsque tu dois aussi regarder et programmer ton agenda, c'est toujours bien de savoir un mois à l'avance. Voilà, ils ont tardé et j'apprécie pas. Et le dernier coup de tête, c'est les incidents qui ont lieu sur la 47 après un bus de supporters marseillais qui a été caillassé non loin entre Saint-Étienne et Lyon, tout simplement à Grande-Croix. Grande Croix, c'est vers Rive-de-Gier. Sur cet axe-là, et voilà, encore, il s'en sort bien, il n'y a pas trop de dégâts, mais c'est d'une bêtise incommensurable. On connaît la rivalité entre Stéphane et Marseille, mais là j'ai appris qu'il y avait des véhicules endommagés, des véhicules de supporters bretons qui étaient venus à Geoffroy-Guichard voir le match de Coupe de France. Ouais, aussi. Incroyable. La bêtise humaine. La bêtise, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on s'est débrouillé sans Olivier. On se retrouve la semaine prochaine avec Olivier. On lui fait un petit coucou pour analyser et décortiquer, on espère, la victoire stéphanoise face à Auxerre. C'est, je vous le rappelle, samedi 15h. Voilà, d'ici là, allez les Verts! Bonne semaine, allez les Verts. Ciao!